Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors aujourd'hui, nous allons entamer le deuxième chapitre du cours d'électricité 2, programme SMPC S3, qui sera consacré au réseau électrique en courant alternatif sinusoïdal. Donc chapitre 2, réseau électrique en courant alternatif sinusoïdal, dans l'abréviation CAS, courant alternatif sinusoïdal. Alors, au début de ce cours, je rappelle que nous avons déjà vu l'étude des réseaux électriques en courant continu dans le programme d'électricité 1 et je vous invite à revoir et à réviser ce que vous avez vu dans ce chapitre parce que ce qu'on va faire sera basé sur ce que vous avez déjà vu. Donc en particulier, il faut revenir sur le cours d'électricité, d'électrocinétique de S2. Vous avez les vidéos qui sont toujours sur la plateforme, donc vous pouvez les voir le chapitre courant électrique et le chapitre réseau électrique en courant continu. Donc ça sera quelque chose de considéré comme fait. On va se baser sur ce qui a été fait sur le courant continu. Alors, dans le courant continu, on avait un courant dont l'intensité ne change pas avec le temps. C'est un courant qui est constant dans le temps, alors que dans le cas que nous allons étudier aujourd'hui, nous allons considérer un courant qui est variable dans le temps. Grande généralité sur le courant alternatif sinusoïdal. Généralité sur le courant alternatif sinusoïdal. Un courant alternatif sinusoïdal, par définition, est un courant qui va se mettre sous la forme suivante. La définition. Un courant alternatif sinusoïdal est un courant qui varie dans le temps et qui a la forme suivante. I de t égale à Im sinus oméga t plus phi. Si je veux le représenter sur un graphe, ça sera ici I de t en fonction du temps. Et ça va donner quelque chose qui va varier de cette manière. Là, vous avez la valeur maximale qui peut être atteinte par le courant. C'est la valeur Im, ce qu'on appelle l'amplitude maximale du courant, ou bien l'intensité maximale du courant. I de t, c'est une fonction sinusoïdale, donc c'est une fonction périodique.
qui va reprendre les mêmes valeurs au bout d'un certain temps, au bout d'un intervalle de temps qui est appelé période. Par exemple, entre deux maximums consécutifs, le temps mesuré, c'est le temps grand T qui est appelé la période. Et je vais identifier les différents termes constituant l'équation I de t égale à Im sinus oméga t plus phi. I de t, on l'appelle l'intensité instantanée. L'intensité instantanée. C'est-à-dire, à l'instant t donné, vous avez une intensité I de t qui va changer avec le temps. Im, bien sûr, c'est l'amplitude maximale ou bien l'intensité maximale. Oméga, c'est ce qu'on appelle la pulsation. T, bien sûr, c'est le temps. Le terme entre parenthèses, qui est oméga t, on l'appelle la phase à l'instant t ou bien la phase instantanée. La phase à l'instant t ou bien la phase instantanée. Et la valeur de phi, c'est la phase à un instant particulier, c'est lorsque petit t est égal à 0, c'est la phase à l'origine. Phase à l'origine, c'est-à-dire à l'instant t égal à 0. Le terme I de t, comme on vient de le voir, est une fonction sinusoïdale qui a une certaine période. La période de la fonction sinus de t ou bien sinus de x, c'est bien sûr de pi. Mais si vous avez sinus d'un coefficient alpha multiplié par x, bien la période c'est 2pi divisé par le coefficient alpha. Dans notre cas, le temps il est multiplié par la constante oméga qui est la pulsation, ce qui veut dire que la période de ce signal, la période de ce courant sera 2pi divisé par le coefficient oméga. Bien sûr, il se mesure en secondes et ça s'appelle la période. On peut aussi définir pour ce circuit ou bien pour ce signal la fréquence. Vous savez que la fréquence, c'est l'inverse de la période. Et dans l'unité est seconde moins 1, qui est nommé le Hertz. Donc T, ça se mesure en secondes, ça veut dire que combien de secondes, T mesure combien de secondes entre deux maximums successifs, ou bien entre deux minimums successifs, c'est-à-dire la période de répétition du signal, et la fréquence, pendant une seconde, il y a combien de périodes? C'est le nombre de périodes par seconde, c'est pourquoi F est égal à 1 sur T. Un courant sinusoïdal peut être représenté par la fonction sinus, mais il peut être aussi représenté par la fonction cosinus parce qu'on sait que si je prends le I de t, qui est égal à Im,
sinus oméga t plus phi, il sera aussi égal à Im cosinus oméga t plus phi prime. Il suffit de poser phi prime égale à phi moins pi sur 2. Vous savez que entre la fonction sinus et la fonction cosinus, il y a un déphasage de pi sur 2. Et par conséquent, je peux représenter un courant alternatif sinusoïdal soit par un sinus, soit par un cosinus. Ce qui va changer, c'est la phase à l'origine. Mais le comportement restera le même partout. Comment est-ce qu'on peut produire un courant alternatif sinusoïdal? Donc, on va parler un petit peu des générateurs en courant alternatif sinusoïdal. Petit 2. Générateur à courant alternatif sinusoïdal. Un courant alternatif sinusoïdal peut être produit en utilisant nos connaissances du dernier chapitre étudié en magnétostatique, qui est celui du phénomène d'induction électromagnétique. Donc on peut considérer une bobine plate soit une bobine plate de grand N spire. Je rappelle qu'une bobine plate, c'est une bobine dont la longueur est négligeable devant les rayons des spires, parcourue par des spires parcourues chacune par un courant I. Plutôt non, ils ne sont pas parcourus par un courant, mais ils sont placés dans un champ d'induction magnétique uniforme B, dans un champ d'induction magnétique uniforme B. Si je suppose par exemple que le champ B est un champ uniforme qui est vertical, on considère une bobine plate de centre O, possédant bien sûr N spires, qui a un rayon R et une surface S, et dont le vecteur S, qui est normal à la surface, le ds, qui est normal à la surface, il fait un angle phi, qui fait un angle phi avec le champ d'induction magnétique. Bien sûr, nous avons vu d'après la loi de Faraday que à travers un circuit, on peut avoir une force électromotrice induite donnée par la loi de Faraday, E égale à moins dφ sur dt, ce qui nécessite que le flux à travers le circuit doit varier.
Si le flux ne varie pas, la force électromotrice est égale à zéro. Mais si le flux varie, on peut avoir une création d'une force électromotrice induite et d'un courant induit dans le circuit en question. Dans le cas de notre bobine plate, la surface de la bobine plate, il ne change pas, il est fixe. Le champ d'induction magnétique, lui aussi, il est uniforme. Mais pour faire varier le flux, la seule possibilité qui reste, c'est de faire varier l'angle entre ds et le champ B, c'est-à-dire qu'on va faire tourner on fait tourner la bobine plate autour de l'un de ses diamètres autour de l'un de ses diamètres avec une vitesse angulaire constante avec une vitesse angulaire constante oméga qui sera égal bien sûr à d phi sur dt. Dans ce cas, la variation du flux va s'effectuer par variation de l'angle phi. Donc le flux phi, par définition, c'est le flux de B, c'est l'intégrale double sur toute la surface du circuit de la spire de B scalaire ds, qui s'écrit aussi intégrale double de B multiplié par ds multiplié par le cosinus de l'angle phi, qui va varier bien sûr avec le temps. À un instant t bien déterminé, puisque b est uniforme, je peux le sortir de l'intégrale. À l'instant t fixe, le cosinus aussi, je peux le sortir de l'intégrale. Il va rester l'intégrale double de ds qui est égale à s. Donc phi va dépendre du temps à travers la fonction phi de t. Or, oméga, c'est égal à d phi sur dt, qui est une constante, ce qui implique que phi à l'instant t sera égal à oméga t plus phi 0, c'est-à-dire la phase à l'instant t égale à 0. Je remplace dans l'expression de phi de t, ça va donner donc b multiplié par s, ça c'est le flux d'une seule spire. C'est b multiplié par s et multiplié par le cosinus de phi de t, c'est-à-dire oméga t plus phi 0. Pour la bobine plate,
Le flux doit être multiplié par le nombre de spires, qui est grand N, phi de la bobine, est égal à N fois le flux d'une spire, donc il sera égal à N B S cosinus oméga t plus phi 0. Là, vous avez l'expression du flux de B, de la bobine plate, qui dépend du temps, et d'après la loi de Faraday, ça va générer une force électromotrice induite donnée par E de t égale à moins dφ sur dt égale, alors c'est égal à moins n b s, c'est une constante qui ne dépend pas du temps, cosinus oméga t plus phi, alors sa dérivée c'est moins, donc ça va donner un plus, et puis le coefficient oméga, et le cosinus va devenir un sinus. Sinus de oméga t plus phi 0. On voit bien que cette force électromotrice induite peut se mettre sous la forme de EM d'une amplitude maximale sinus de oméga t plus phi 0. Ça donne donc une tension alternative sinusoïdale de puissance, plutôt d'amplitude maximale EM, qui est égale NBS oméga, dont la pulsation c'est oméga qui correspond à l'angle, ou plutôt à la vitesse angulaire de rotation de la bobine. Et bien sûr, je peux contrôler cette amplitude maximale en jouant sur les termes n, b, s et oméga. Si je veux avoir une amplitude maximale plus grande, donc je dois augmenter ou bien le nombre de spires, ou bien l'intensité du champ, ou bien augmenter la surface, ou bien augmenter la vitesse angulaire. Si je veux maintenir la vitesse angulaire constante et modifier l'amplitude pour une vitesse angulaire ou bien une pulsation bien déterminée, il faut jouer sur le nombre de spires, le champ, l'intensité du champ d'induction magnétique ou bien sur la surface. Bien sûr, cette force électromotrice, puisqu'elle traverse la bobine plate, il va générer un courant induit. Si grand R est la résistance, si grand R est la résistance de la bobine, eh bien dans ce cas, le courant induit sera I de t égale E de t divisé par la résistance du circuit. Donc vous voyez que là, je peux produire un courant alternatif sinusoïdal moyennant une bobine plate de grand inspire et en la faisant tourner dans un champ d'induction magnétique uniforme. Bien. Voyons maintenant, passons à un autre paragraphe qui va nous aider à faire les calculs parce que puisque vous avez dans le courant alternatif sinusoïdal des fonctions trigonométriques, bien vous savez que les opérations arithmétiques sur les fonctions trigonométriques ne sont pas très simples.
faire une somme de fonctions trigonométriques, de deux sinus ou bien de cosinus, bien faire la multiplication, c'est pas très simple. Pour simplifier les calculs, on peut passer par les nombres complexes et pour cela, nous allons faire un rappel sur les nombres complexes et voir comment est-ce qu'on peut lier les fonctions trigonométriques à ces nombres complexes. Donc, dans le paragraphe suivant, petit 3, représentation complexe. Représentation complexe. Et on commence par un rappel sur les nombres complexes. Rappel sur les nombres complexes. Un nombre complexe sera représenté par z bar. Donc c'est une lettre en majuscule, ça peut être aussi en minuscule, et sur laquelle on va mettre une barre pour dire qu'il s'agit d'un nombre complexe. En général, comme vous le savez, un nombre complexe est constitué d'une partie réelle x plus une partie imaginaire y qu'on multiplie par l'imaginaire, le nombre imaginaire petit j, tel que j au carré est égal à moins 1. Bien sûr, vous avez l'habitude d'appeler ce nombre complexe pur, vous avez l'habitude de l'appeler i, mais ici on l'appelle j parce que la lettre i est réservée pour le courant, pour l'intensité du courant électrique. Donc, pour ne pas faire de confusion, le courant électrique sera représenté par I et l'imaginaire pur dont le carré est égal à moins 1 sera représenté par la lettre petit j. Donc, x, c'est ce qu'on appelle la partie réelle. Et y, c'est la partie imaginaire. Nous avons l'habitude de représenter ce nombre complexe par un vecteur dont le plan complexe tel que sur l'axe des abscisses, vous avez la partie réelle et sur l'axe des ordonnées, vous avez la partie imaginaire. Un nombre complexe sera représenté par un vecteur que je représente comme ceci. Ce vecteur z bar, il va avoir comme composante x sur l'axe des réels et y sur l'axe des imaginaires. Là, c'est l'origine O. Et là, vous avez l'unité, c'est
J sur l'axe des imaginaires. Alors que sur l'axe des réels, l'unité c'est 1. Ça, c'est l'équivalent de la représentation dans la base cartésienne d'un vecteur. Ce même vecteur, ce nombre complexe, je peux le représenter en coordonnées polaires en fonction du module de ce vecteur. Donc le module que j'appelle grand Z sans la barre, le module de Z bar, comme on le voit bien, d'après le théorème de Pythagore, je vais avoir Z au carré égale à x carré plus y au carré. Donc le module, c'est la racine carrée de x carré plus y au carré. Et puis ce vecteur, il va faire un angle phi avec l'axe des réels. Cet angle phi, je peux le relier à la partie réelle et à la partie imaginaire par la relation tangente phi égale y sur x, la partie imaginaire sur la partie réelle. Z, c'est le module du nombre complexe Z bar et phi qui sera égal à arc tangente de y sur x, c'est l'argument de Z bar. C'est l'argument de Z bar. Donc je suis parti de ce que vous connaissez. Z bar, c'est constitué par une partie réelle plus J multiplié par une partie imaginaire. Le module de ce complexe, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Et l'argument, c'est-à-dire l'angle que fait ce complexe avec l'axe des réels, c'est phi qui est égal à l'arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Ça va me permettre d'écrire Z bar sous une autre forme. Z bar égale x. Non, avant cela, je vais exprimer d'abord x et y en fonction de z et de phi. Là, j'ai exprimé z et phi en fonction de y et x. Inversement, je peux montrer que x, c'est la projection du complexe z sur l'axe des imaginaires. Donc, c'est égal à module de z cosinus phi. Et y, la partie imaginaire, c'est la projection sur l'axe des imaginaires, c'est z sinus phi. Ensuite, je vais réécrire le complexe Z bar Z bar égale x plus j y égale, je remplace x par sa valeur, c'est z cosinus phi plus j z sinus phi égale
Z cosinus phi plus J sinus phi égale un module de Z multiplié par le terme qui est entre parenthèses cosinus phi plus J sinus phi. Vous savez que ça c'est exponentielle J phi. On voit donc que on a deux façons d'écrire le nombre complexe Z bar. La première façon, c'est Z bar égale à X plus GY, donc partie réelle plus J partie imaginaire. Et la deuxième façon, c'est Z multiplié par exponentielle J phi. Donc c'est une expression qui fait apparaître le module et l'argument de ce nombre complexe. Bien, ça, c'est juste des rappels. Si on veut faire maintenant des opérations arithmétiques sur les nombres complexes, suivant le type d'opération, on va utiliser soit la première écriture, soit la deuxième écriture. Donc, opération sur les nombres complexes. Opération sur les nombres complexes. Je vais considérer deux complexes. Z bar 1 égale x1 plus jy1 ou bien module z1 exponentielle j phi 1 et un deuxième complexe z bar 2 qui est égal à x2 plus j y2 ou bien module z2 exponentielle j phi 2. Si je veux faire l'opération somme, l'addition, eh bien dans ce cas, je vais avoir le complexe Z bar qui est égal à Z bar 1 plus Z bar 2. Et bien pour faire cette opération, bien sûr, l'écriture la plus appropriée, c'est de représenter Z bar 1 et Z bar 2 par la partie réelle plus J la partie imaginaire. Ce sera plus simple. Dans ce cas, je vais avoir la somme qui est égale à x1 plus x2 plus j facteur de y1 plus y2. Donc la somme de deux complexes donne un autre complexe dont la partie réelle, c'est la somme des parties réelles, et la partie imaginaire est égale à la somme des parties imaginaires. Donc si je pose que z bar égale à x plus gy, ceci va impliquer que la partie réelle de z bar, x, est égale à x1 plus x2, c'est la somme des parties réelles. Et la partie imaginaire y, c'est la somme des parties imaginaires y1 plus y2. Si je veux maintenant écrire z bar sous forme du produit de z par exponentielle j phi, eh bien dans ce cas, il suffit
d'utiliser la relation que nous avons déjà établie. Module de z, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Petit z égale donc à x1 plus x2 au carré plus y1 plus y2 au carré. Et je prends la racine carrée de l'ensemble. Pour l'argument, je vais avoir phi égale à arc tangente de la partie imaginaire y1. Pardon, ça c'est le carré, il n'est pas ici. Phi égale à arc tangente de la partie imaginaire y1 plus y2 sur la partie réelle x1 plus x2. Donc si j'ai à faire une opération de somme sur deux complexes, il vaut mieux utiliser l'écriture partie réelle plus partie imaginaire et utiliser ce que je viens d'écrire ici pour retrouver le module du complexe résultant et l'argument du complexe résultant. La même chose sera faite lorsque vous avez une différence. Z1, Z bar est égal à Z1 bar moins Z2 bar. Bon, ça sera pareil. Il suffit de remplacer le signe plus dans les termes entre parenthèses par des signes moins. Donc on va avoir x1 moins x2 plus jy1 moins y2 et le reste du calcul restera pareil. Maintenant, si on veut faire un produit ou bien une division. Produit. Je vais toujours avoir z bar 1 et z bar 2. Donc le produit z bar égale à z bar 1 multiplié par z bar 2. Dans ce cas, je ne vais pas utiliser l'écriture partie réelle plus partie imaginaire, mais l'autre écriture, module exponentiel de l'argument. Donc ça va s'écrire Z1 exponentielle J phi 1 multiplié par Z2 exponentielle J phi 2 qui est égal à Z1 Z2 exponentielle J de phi 1 plus phi 2 parce que c'est en exponentiel. Et ça, c'est égal à Z exponentielle J phi, ce qui veut dire que le module de Z bar, Z, c'est le produit des modules. Z1, Z2. Et que l'argument de Z bar, c'est la somme des arguments. Donc ça, c'est très simple. Si j'ai le produit de deux nombres complexes, eh bien, le module du résultat, c'est le produit des modules, et l'argument du résultat, c'est la somme des arguments. Si je veux le réécrire sous forme de partie réelle plus partie imaginaire, il suffit de savoir que la partie réelle x est égale à z
cosinus phi. Donc, il sera égal à Z1, Z2, cosinus de phi 1 plus phi 2. Et pour la partie imaginaire, y est égal à z sinus phi. Donc, Z1, Z2 sinus de phi 1 plus phi 2. Pour le rapport, ça sera pareil, mais en remplaçant le signe de multiplication par une division. Pour le rapport de deux complexes, Z bar égale à Z bar 1 sur Z bar 2. En remplaçant Z bar 1 et Z bar 2 par Z bar 1 par Z1 exponentielle J phi 1 et Z2 exponentielle J phi 2, ça va donner Z1 exponentielle J phi 1 sur Z2 exponentielle J phi 2. Donc, le module de Z bar, Z, il sera égal à Z1 sur Z2, c'est le rapport des modules. Et l'argument phi, il sera égal à la différence, parce que exponentielle j phi 1 sur exponentielle j phi 2, c'est exponentielle j de phi 1 moins phi 2. C'est la différence des arguments. Donc ce sont là deux résultats qui sont très importants parce qu'ils seront très utiles par la suite. Ça va nous permettre de trouver directement et facilement le module lorsque vous avez une expression qui est le rapport de deux complexes ou bien le produit de deux complexes. Si c'est le produit de deux complexes, le module du produit, c'est le produit des modules. L'argument du produit, c'est la somme des arguments. Si vous avez le rapport de deux complexes, alors le module du rapport, c'est le rapport des modules, et l'argument du rapport, c'est la différence des arguments. Et ça, c'est très important, comme on va le voir dans un certain nombre d'exercices. Bien, après ces rappels mathématiques, on va maintenant faire le lien entre les nombres complexes et les fonctions trigonométriques. Donc, représentation complexe. Représentation complexe. Si je considère une grandeur complexe A de t, une fonction trigonométrique A de t qui est égale à une amplitude maximale à m, cosinus oméga t plus phi. Dans notre cas, dans le cas des réseaux électriques, la grandeur A de t peut être soit la tension U de t, soit le courant I de t. Ils vont tous avoir la même forme, A de t égale à AM cosinus oméga t. Mais si je regarde cette expression, je peux la lier à un nombre complexe tel que ce nombre complexe que j'appelle A bar de t, il sera égal à AM cosinus oméga t plus phi. Ça, ce sera la partie réelle. Et par conséquent, la partie imaginaire va prendre la forme AM sinus de oméga t plus
phi. Donc là, vous voyez que je peux associer à la grandeur a de t un nombre complexe qui est égal à a bar de t, tel que a de t est la partie réelle du nombre complexe a bar de t. Si la fonction a de t est écrite sous forme d'un sinus, dans ce cas, je vais faire correspondre le même nombre complexe, mais la relation entre a bar de t et a de t, ça sera a de t égale à la partie imaginaire du nombre complexe. Eh bien, l'utilité de cette représentation, c'est lorsque je vais avoir des opérations à faire sur les fonctions trigonométriques. Au lieu de faire ces opérations sur les fonctions trigonométriques, je vais les faire de manière plus simple sur les nombres complexes. Et à la fin, lorsque j'aurai trouvé mon résultat, je vais revenir au résultat sur, sur la forme trigonométrique en prenant la partie réelle ou bien en prenant la partie imaginaire suivant ce que j'ai fait au départ, dont la correspondance entre la fonction trigonométrique et le nombre complexe. Cependant, il y a une remarque. C'est que lorsque j'ai des fonctions sous cette forme, a de t égale à am cosinus oméga t plus phi, si je fais les opérations trigonométriques, somme, différence, les opérations arithmétiques, somme, différence, division ou bien multiplication, le terme, si on fait les opérations arithmétiques, sur ce type de fonction, les opérations arithmétiques, c'est-à-dire la somme, différence, produit ou bien le rapport. Si on fait ces opérations, le terme, alors je rappelle que a bar de t qui s'écrit sous cette forme, c'est son écriture sous forme exponentielle, c'est am exponentielle j oméga t plus phi. Eh bien, dans ce cas, le terme exponentielle j oméga t se retrouve dans les deux membres des équations. Se retrouve dans les deux membres des équations, donc on peut le simplifier. Et donc, au lieu de faire traîner son membre, sachant qu'il ne sera pas changé, ce que je vais faire, c'est de représenter la grandeur a de t, non pas par petit a bar de t, mais par grand A bar, qui est égal à m exponentielle j phi. Je fais mes calculs sur ce nombre complexe et à la fin, lorsque je vais revenir, je dois remettre le terme exponentiel j oméga t avant de prendre la partie réelle ou bien la partie imaginaire. Ceci est vrai lorsqu'on va faire les opérations arithmétiques, plus, moins, multiplication ou bien la division. Par contre, si on doit faire des dérivations ou bien des intégrations, alors dans ce cas, il faut laisser l'exponentielle j oméga t parce que c'est le terme qui contient le temps. Donc je n'ai le droit d'oublier
l'exponentielle j oméga t que dans le cas où je fais des opérations arithmétiques. Si je fais des dérivées ou bien des intégrations, dans ce cas, je suis obligé de garder le terme exponentielle j oméga t. On va terminer ce cours, le cours d'aujourd'hui, par énoncer ou bien donner la définition de la valeur efficace d'une grandeur sinusoïdale. Valeur efficace d'une grandeur sinusoïdale. C'est le petit 4. Valeur efficace d'une grandeur sinusoïdale. Je considère une grandeur sinusoïdale A de t qui prend la forme AM cosinus oméga t plus phi. Eh bien, cette grandeur, comme vous voyez, c'est une grandeur qui va varier avec le temps de manière sinusoïdale. Et chaque fois qu'on a un phénomène ou bien une grandeur qui est variable dans le temps, pour avoir une idée et estimer sa valeur, on calcule en général sa valeur moyenne. La valeur moyenne d'une grandeur discrète, c'est la somme des valeurs divisée par le nombre des valeurs. Mais si vous avez une grandeur continue, la valeur moyenne est définie de la façon suivante. La valeur moyenne de la grandeur A de t, puisque c'est une fonction qui se répète au bout de chaque période. Donc je vais calculer la moyenne sur une période et ce sera la moyenne en général. La somme, puisque c'est une grandeur continue, la somme va se faire ce sera une intégrale sur une période, somme de 0 à t, de la grandeur A de t dt est divisé par le nombre de points dans le cas de la fonction discrète qui sera remplacé par divisé par la largeur de l'intervalle sur lequel je fais la moyenne. Donc la largeur de cet intervalle, c'est t moins 0, donc 1 sur t. Ça, c'est la valeur moyenne d'une grandeur continue. Alors il se trouve que lorsque j'ai une fonction sinusoïdale, cette valeur moyenne, elle est toujours égale à 0. Parce que j'intègre sur une période. Et sur une période, j'ai autant de valeurs positives que de valeurs négatives. Et donc, lorsque je vais faire la valeur moyenne, ce sera égal à 0. Et ça ne va pas me donner une idée sur la variation de ma fonction, parce que surtout en électricité, si je considère le courant ou bien la tension qui sont appliquées à une résistance, eh bien le sens de parcours du courant n'a pas d'importance. Si j'ai une résistance qui a les bornes A et B, lorsque la résistance est parcourue par un courant entre A et B, que je vais considérer comme courant positif, ou bien de B vers A, que je vais considérer comme valeur négative, c'est pratiquement la même chose. Donc, l'effet de signe, ça a une signification mathématique, mais physiquement, ça n'a pas une grande importance. Et c'est pour cette raison, au lieu de calculer la valeur moyenne, comme ça brute, on va prendre la partie positive, c'est-à-dire la valeur absolue. Et l'écriture de la valeur absolue, par exemple d'un terme, si je veux la valeur absolue d'une fonction
A de t, eh bien, pour l'écrire, la meilleure façon de l'écrire, c'est de l'élever au carré et prendre sa racine au carré. Donc, on va avoir pratiquement la même chose. Je vais prendre, si je veux avoir la valeur moyenne, je vais calculer la valeur moyenne du carré de la fonction a de t, qui va s'écrire sous la forme 1 sur t, intégrale entre 0 et t de a de t au carré dt. Si je remplace a de t par son expression, ça va me donner 1 sur t, intégrale de 0 à t, de am au carré, cosinus au carré de oméga t plus phi dt, qui est égal à m au carré, c'est une constante que je peux sortir de l'intégrale, à m au carré sur t, et puis l'intégrale de cosinus carré oméga t. On peut linéariser le cosinus carré de oméga t. Le cosinus carré d'oméga t est égal à 1 plus cosinus de 2 oméga t. Je rappelle que cosinus de 2 oméga t plus phi, ou bien cosinus de 2 alpha, c'est égal à cosinus carré alpha moins sinus carré alpha. Donc vous pouvez faire la linéarisation de cette fonction et finalement, je ne vais pas faire le calcul parce qu'on n'a pas le temps, vous faites le calcul, finalement, on va trouver que ceci est égal à am au carré sur 2t. Ceci est égal à am carré sur 2t, quelle que soit la forme, parce que j'intègre sur une période. Et par conséquent, la valeur efficace est définie de la façon suivante. On définit la valeur efficace de la grandeur sinusoïdale A de t par A, qu'on note comme ça, qui est aussi A efficace, qu'on peut aussi noter comme ceci, et qui sera égal à la racine carrée de la valeur moyenne de la fonction A au carré. Et lorsque nous avons fait les calculs, nous avons montré que cette valeur moyenne est égale à AM. Là, pardon, il y a le 1 sur T, excusez-moi. Dans le résultat que vous avez ici, il n'y a pas de T ici parce qu'il se simplifie avec le 1 sur T qui est là. C'est égal à AM au carré sur 2. Tout simplement, vous refaites les calculs et vous allez trouver AM au carré sur 2. Donc là, ça va me permettre de prendre le résultat qui est égal à AM sur racine de 2. On voit bien que la valeur efficace ne dépend pas de la pulsation du signal, ne dépend pas de sa période, il dépend uniquement de la valeur maximale. La valeur efficace est égale à la valeur maximale divisée par racine de 2 pour n'importe quelle fonction sinusoïdale de la forme am cosinus oméga t plus phi. Cette expression de valeur efficace, nous allons la revoir souvent dans ce qui va suivre, et en particulier lorsque nous allons étudier
la puissance électrique. Et on arrête là pour aujourd'hui.